Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Le 28 octobre 1962, l'Algérie a recouvré la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Le 28 octobre 1962, une ère nouvelle s'ouvre ainsi pour l'audiovisuel en Algérie. Chaque 28 octobre de chaque année, nous célébrons cette date, une manière pour l'Algérie de renouveler le serment des valeureux martyrs de la guerre de libération nationale, ceux et celles qui se sont sacrifiés pour que l'Algérie vive libre et indépendante. Pour revenir sur l'histoire de ce recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne, j'ai le plaisir de recevoir un ancien cadre d'abord de la radio et la télévision algérienne, la RTA, ensuite de l'entreprise publique de la télévision algérienne, j'ai nommé Rabia Hamimi. Monsieur Rabia Hamimi, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire, bienvenue chez vous, à vrai dire. Merci beaucoup Hassan Arab, c'est bien sûr avec un pincement de corps, mais c'est toujours avec plaisir que je revois les lieux qui m'ont abrité durant 50 ans. J'ai fait 50 ans de radio et de télévision. 1959, fin 2008. Ça boucle les 50 ans. Alors, dans ces 50 ans, cette date ô combien importante du 28 octobre 1962. Oui, enfin, le 28 octobre, c'est pour nous l'équivalent du 1er novembre, toute proportion gardée. C'est une date qui met fin à une parenthèse. L'Algérie avait recouvré son indépendance le 3 juillet 1962, mais l'administration coloniale était toujours là au niveau de la radio et de la télévision. Elle s'appelait d'ailleurs RTF, Radio-Télévision Française en Algérie. Ouais. Donc ce hiatus a pris fin le 28 octobre 1962, dans des conditions peut-être que beaucoup de gens maintenant ne connaissent pas. Oui. Et ces conditions, c'est d'abord le départ des techniciens français et puis qui ont été remplacés rapidement par les Algériens qui ont relevé le défi pour que la diffusion reste intacte au niveau de la radio et de la télévision à l'époque. Oui, effectivement, mais disons que le remplacement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Oui. Hein. Bon, il faut un petit peu remonter au passé pour dire qu'au niveau de la radio, il y avait du personnel algérien, donc qui était appointé, qui était géré, administré par l'administration coloniale, et qui était à tous les niveaux des activités de la radio, aussi bien technique, production, administration qu'information. Donc il y avait une bonne équipe de très haute qualité, parmi les producteurs, par exemple, il y avait de brillants universitaires, dont l'un, je me rappelle, était titulaire de la chaire d'histoire à l'université d'Alger. C'est le professeur Abdelkader Nourdine qui produisait une émission précisément sur l'histoire, disons, sur la civilisation arabo-musulmane. Il y avait également de brillants journalistes qui étaient de parfaits bilingues avec une immense culture. Pour vous dire, le professionnalisme élevé au rang de sacerdoce. Lorsqu'on avait demandé à Mahmoud Djilali, qui était journaliste excellent bilingue, de faire une émission sur Malik Ben Nabi, il avait demandé 3 mois. En 3 mois, il a lu toutes les œuvres de Malik Ben Nabi, aussi bien en français qu'en arabe. Et donc, il était à l'aise pour parler avec cet immense penseur. Au niveau du sport également, pour les retransmissions, c'est quelque chose d'extraordinaire. Au niveau de la radio, il y avait un tel entrain que vous viviez l'action du sport, donc des sportifs, comme si vous y étiez dans un stade. Et puis ensuite, sur le plan technique également, il y avait de brillants techniciens. Bon, ils étaient formés un petit peu sur le tas, ils avaient une très bonne formation d'abord de base. Par exemple, les collègues qui étaient à Radio Berthozen, ils étaient tous de niveau fin terminal.
Et à cette époque-là, excusez-moi, du peu terminal, c'est d'un niveau extraordinaire. Bouhired, qui avait pris le maquis en 59, qui est de l'honorable famille des Bouhired de la Casbah, ben, il était en terminale. Ghazel, Ghanay Abdelrahman, qui était preneur de sang aussi. Mohamed Salah Arzoug, il était du collège de Bougie, il était en première déjà, en première achevée. Il y avait l'immense Warab el-Hussein qui était normalien, condisciple de Mouloud Pharaon, qui maîtrisait parfaitement et la langue française et la langue arabe, puisqu'il écrivait également ici à Alger, il y avait une revue éditée par la RTF en Algérie, il écrivait en arabe. Ses reportages étaient d'une immense valeur, à la fois journalistique, culturelle et aussi artistique, parce que lui, il est poète. Et d'ailleurs, c'est l'un des rares qui a produit une émission sur la poésie kabyle durant 50 ans. Lorsque, à Copenhague, dans les années 82 ou 83, l'UR avait réuni les organismes de radio et de télévision, ses membres, donc la RTA était membre de l'UR. On avait ramené le célèbre chroniqueur d'un des réseaux américains, je crois que c'était ABC, Cronkite. Et pavané avec ses 17 ou 18 ans de journal télévisé, qui était une référence à l'école. Mais lorsqu'on lui a dit que nos journalistes avaient déjà dépassé les 20 ans de journal télévisé et que Warab el-Hussein était à 40 ans de production d'une émission, il n'en revenait pas. Ceci pour vous dire qu'il y avait une ressource humaine, pour parler en langage moderne, d'un très haut niveau. Alors maintenant, comment les négociations se sont déroulées? Parce que les Français ne voulaient pas quitter proprement dit le 20e boulevard des Martyrs, ce qui allait devenir 20e boulevard des Martyrs par la suite, et ils voulaient garder donc ce média. Oui, en fait, il y a eu des négociations. Bon, tout le monde savait qu'à partir du cessez-le-feu, nous allions allègrement vers l'indépendance. Et d'ailleurs, ça a été sanctionné à une très large majorité. C'était autour de 99%. Tout le monde a voté en faveur de l'indépendance de l'Algérie, y compris d'ailleurs des Français libéraux qui étaient acquis à la cause de la révolution algérienne. Mais il faut dire aussi que, comme dans toute activité humaine, elle ne naît pas ex nihilo. Oui. Elle suit un processus. Il faut beaucoup de temps pour remonter jusqu'aux années 40, mais disons simplement que déjà, au niveau de la RTF en Algérie, en 1956, il y a eu une cellule clandestine du FLN. Oui. Il y a eu une cellule clandestine du FLN où les principaux membres, qui étaient de grands responsables déjà à l'époque, ouais, et où tout le monde gravitait, nous les petits, nous étions autour de cette cellule, qui plus est pour les gens de la campagne, était également structurée au niveau de leur kasma, comme on disait à l'époque. Il y avait toujours un chef nidam auprès duquel on payait nos cotisations. Eh bien, il y avait cette cellule a été fondée à la demande à Ben Ramadan. Et là, du CCE à l'époque, oui. Du CCE. Oui. Et là, on ne dira jamais assez le génie d'Abben Ramadan. Lorsqu'on sait que l'importance qu'il a accordée à la communication. Alors, il y avait d'abord la première émission pirate qui a eu lieu à l'ex-avenue Debussy. Oui. Là où a été arrêté c'est l'Arbi Ben Haïdi. Ensuite, à Tunis, lorsque le CCE a rejoint la Tunis à la fin de la bataille d'Alger, il y a eu la création de l'APS. Oui. Il y a eu la création de la troupe artistique. Il y a eu la création de la radio. J'y arrive. Il y a eu ensuite le Moudjahid, oui, qui avait été précédemment
comment dirais-je, résistance algérienne qui se faisait à la maison des Benouiniches à Cuba. Oui. Et puis, il y a eu donc la troupe artistique et l'équipe de football. Oui. C'est une stratégie pour l'époque, et peut-être même pour maintenant, qui ne peut venir que d'un génie. Oui. Et plus encore, à chaque événement qui se produisait d'importance nationale, eh bien, à Tunis, on demandait aux cinéastes de préparer un documentaire, un petit film, et on le diffusait massivement à travers les amis de la révolution algérienne. Donc je reviens à cette cellule. C'était à Ben Ramdan, et la liaison, le lien entre cette cellule, c'est Ammar al-Rachid, Cheikh Ammar al-Rachid, qui a été un ancien étudiant de l'université d'Alger. Et le responsable de cette cellule, c'est Ismail Madani, qui est devenu agent comptable à partir de 62 et qui a été arrêté. Bon, toute la composante essentielle de la cellule elle a été démantelée. Ils ont été arrêtés, ils ont été torturés, ils ont été condamnés et ils ont été emprisonnés. Ismail Madani n'est sorti de prison qu'en mai 1960. En mai 1960. Pour dire que c'était un vivier de patriotes, de résistance. Un vivier de résistance. Et ce n'était pas simplement créer une cellule. Toutes les informations qui venaient, et on avait des informations de première main. Par exemple, Madame Hablel, qui était au niveau du secrétariat général, du gouverneur général, elle était en lien par l'intermédiaire de Mohamed Hilmi avec la cellule. Donc toutes les informations qui étaient au niveau du cabinet du gouverneur général étaient à ce niveau-là. Et l'une des façons de transmettre ces informations à la direction de l'ALN et du FLN, c'était le contact avec Ammar al-Rachid, c'était deux aussi à travers les émissions. Et je vais vous citer deux cas. Il y avait une émission en langue arabe qui s'appelait, l'intitulé de l'émission s'appelait Ma yatlubuhu al-mustami'un. C'était une émission de dédicace de chansons. Et l'information, elle était produite par Khouid Midjamal et Mohamed Bouteljal, Allah yarhamoul. Et bien dans cette émission, lorsqu'on disait par exemple que Hassan Arab dédie cette chanson en arabe, bien entendu, dédie cette chanson à Rabi Hamimi, donc Hassan Arab est à Blida, Rabi Hamimi est à Meftah, ça veut dire que le lendemain, parce que le jour même, c'est pour le lendemain, il y a un ratissage entre le Blida et donc Meftah. Et la même chose en Kabyle. Kabyle, ça a été un peu plus astucieux. On parlait de Tcherek, le gâteau Tcherek. On l'associait à la fête, etc. Lorsqu'on disait, par exemple, Adel al-Mizan, qui a eu quand même 13 colonels, qui a fourni 13 colonels à la révolution algérienne. Lorsqu'on parlait de Tcherek, ça veut dire que dans la région de al-Mizan, il y avait donc un ratissage. Qui plus est, là, dans l'endroit où nous sommes, qui fut, avant de devenir laboratoire, le garage, et ici, derrière le garage, habité dans une petite chaumière, une petite pièce, Amir Bachir, qui était chauffeur de nuit. Eh bien, Amir Bachir utilisait sa femme comme faire-valoir pour transmettre des messages écrits d'Alger vers la Wilaya 4 à Miliana. C'était le point de chute, c'était à Miliana. Et il partait avec la voiture de la RTF, avec un ordre de mission de la RTF, avec un laissez-passer de la RTF, et tous les barrages de l'armée française, qui étaient autrement plus nombreux qu'on peut s'imaginer, il présentait ces papiers, il passait. Et c'est ainsi qu'il y a eu, donc, c'est quelque chose de presque inénarrable. Mais ce sont des faits, voilà.
Et puis, il y a eu, comment, bien entendu, il y a eu un mouvement de conscientisation. Par exemple, un autre fait, les musiques actuelles que nous entendons dans les films, dans certains films ou à l'occasion du 5 juillet, eh bien, ces musiques, ces anachid, ils ont été enregistrés à Berthozen par une équipe de techniciens, le Bouksani, Ahmed Bouhir, le Ghazal, comme régisseur, il y avait Bayit, il y avait donc technicien Rezoug Salah, il y avait Rezoug Ali, il y avait un immense monsieur qu'on appelait monsieur le professeur, parce qu'il était professeur de mathématiques au lycée technique de Délice, et qui était un compagnon et un ami d'Albert Camus. Et donc il avait une aura extraordinaire. Et moi j'étais petit, donc j'étais le plus jeune de l'équipe, et nous faisions la garde au moment où on enregistrait sur vinyle 78 tours ces anachid de la Lointaniyya. Et au-dessus de nous, il y avait le bureau du capitaine Galopin qui représentait le deuxième bureau. Le capitaine Galopin et ses services avaient la haute main sur l'administration de Berthozen. C'était l'équivalent du directeur de Sissaï Drezou, qui était directeur des ELAC. Là, à ce propos, je voulais apporter une information, peut-être de première main. L'émission que produisait le service des armées, et qui était diffusée en arabe, en kabyle et en français. En français, c'était à l'Aix-Ruroche. En arabe et en kabyle, c'était au studio de Berthozen. Le capitaine Galopin avait exigé que l'émission des forces armées, donc du service de forces armées, propagande, évidemment. Voilà, bien entendu, soit diffusée dans le cadre de la grille des programmes de la chaîne arabe et de la chaîne kabyle. Eh bien, Sissi Drezou avait réussi à s'opposer, et il a eu gain de cause après avoir été convoqué au gouvernement général pour s'expliquer le pourquoi du refus. C'est pour dire que lui, il avait engagé à la limite sa vie, pas simplement sa responsabilité. On ne pouvait pas s'opposer à un capitaine du deuxième bureau. Et puis ensuite, il y avait des émissions. Cher Stambouli, qui est l'auteur de Minji Balenay. Oui, Mahboub Stambouli. Mahboub Stambouli, qui est le père de Najib, notre ami. Et qui va par la suite rejoindre la troupe du FLN. La troupe du FLN, oui. Il produisait une émission, et donc, comme l'immense majorité de la population était analphabète, la seule lucarne, le seul interstice du savoir, c'était la radio. C'était en arabe, en kabyle. Et même en français, il y avait des Algériens qui travaillaient à la rédaction, par exemple au niveau de l'information, et qui faisaient un travail en douceur. Donc vous évoquez une sorte de résistance passive, silencieuse. Active. Mais silencieuse. Donc, silencieuse, oui, bien entendu. Et je pense, donc un autre exemple, c'est Bouktaya, donc avec l'histoire de la grève des 8 jours. Oui, Bouktaya, c'est un cas d'histoire. C'est un cas d'histoire, et là, notre souhait pour notre génération, c'est que les historiens s'approprient ces petits détails qui font la grande histoire. Pour la grève de janvier 1957, bien entendu, la grève de 1950, on connaît en gros comment ça s'est passé. Un mois, pas un mois, 15 jours, et puis finalement on est arrivé à une semaine. Et il y a eu, c'était lié à un événement international au niveau de l'ONU. La programmation de la question algérienne à l'ONU. Exactement. Et voilà le côté génial, par exemple, des membres du CCE. Penser à faire coïncider la grève au moment du débat consacré à la question algérienne, ça relève d'une appréciation hautement symbolique, et je dirais même stratégique au sens militaire du terme. Bien sûr. Il y a eu bien entendu le fameux tract du CCE qui a annoncé la grève.
bon, qui a été distribué sous la main, etc. Et donc tout de suite, l'armée française, le deuxième bureau, s'est emparé de ce tract. Et pour contrecarrer l'appel à la grève, ils avaient fait un contre-appel écrit qu'ils avaient distribué très massivement au niveau de la Casbah, au niveau des quartiers avoisinants, Climat de France, au Clos Salambi à l'époque, partout, dans tout le pourtour d'Alger. Etc. Voilà, tout le pourtour d'Alger. Oui. Et bien entendu, ça a créé un choc. Fallait-il, parce que la répression était féroce avec la bataille d'Alger. Il faut se rappeler que tous les baroudeurs français de Dien Bien Phu est venu, comment dirais-je, avec leur haine de la défaite pour la porter sur le dos des Algériens, des Kasbaji, essentiellement des Kasbaji, des habitants de la Casbah. Et donc il y avait un questionnement au niveau de cette population. Et là, ce sont des recoupements que j'ai fait personnellement et que Abdelhakim Ziani a également fait et obtenu. Je rappelle que le père d'Abdelhakim Mziani, le son-père, a été défenestré à la suite de ses prêches. Il était imam. Oui. À la suite de ses prêches, il a été défenestré au niveau de la Casbah. Et donc, au niveau de la radio, donc de la chaîne arabe, c'était Atman Bouktaya qui ouvrait la chaîne à 6 h du matin. Ce jour-là, le premier jour de la grève, où il y avait l'observance de la grève avec des doutes, etc., Bouktaya ne se présente pas à la radio pour l'ouverture. C'était un nommé Nourdin, je ne me rappelle plus du nom, qui était là de passage et on lui avait imposé l'ouverture, l'iftitahiyya, comme on l'appelle en arabe, donc annoncer l'ouverture, et puis ensuite égrener le programme dans ces différentes rubriques jusqu'à 8h30, parce que la radio ne fonctionnait pas H24 à cette époque-là. Et les gens de la Casbah, les Kasbaji, les braves Kasbaji se sont dit, Cheikh Atman Bouktaya, qui est notre seule planche de salut quotidienne, il n'est pas là. Il y a quelque chose. Eh bien, ils ont imaginé que Cheikh Atman Bouktaya, lui aussi, a fait la grève. Et effectivement, il a fait la grève. Ouais. Il a fait la grève, et c'est comme ça, c'est ainsi que la grève a eu son retentissement international, malgré toutes les conséquences qu'a subi la population de la Casbah. Et j'ajoute que Cheikh Atman Bouktaya habitait l'ex-La Redoute. Ouais. Sa maison était... L'actuelle Moradia. Voilà, ouais. L'actuelle Moradia. Sa maison était mitoyenne à celle du commissaire de police de la Redoute qui avait à cette époque-là le Golfe et Bir Mandres. Donc c'était un grand commissariat. Eh bien, Abban Ramadan avait sa cachette là-bas. Chez Bouktaya. Et pourquoi Parce que bon, c'était un militant, il était structuré. C'est un ancien de Zitounial qui était incollable au niveau de la musique andalouse, qui a écrit énormément pour Shihab, le Jamaït al-Ulama. Et pourquoi cette maison? Parce qu'elle était dans une impasse. Ouais. Et à un bout de l'impasse, il y avait des escaliers. La meilleure façon pour fuir là-bas, si l'armée française vient à pied, on fuit dans un côté ou de l'autre, mais généralement ils venaient en voiture, ils venaient avec des jeeps, etc. Donc quand s'ils viennent par les escaliers, ils ne peuvent pas descendre. Donc Abban Ramadan pouvait se tailler, pour parler l'expression des jeunes, de l'autre côté. Et vice-versa. S'ils viennent, ils montent les escaliers, mais la voiture ne peut pas monter. C'est quelque chose de génial. Ouais. Bon, c'est presque du cinéma, mais c'est génial. C'est génial. Ouais. Voilà, c'est pour dire que cette population... Quelques sacrifices. Et puis il y a ceux qui se sont engagés donc, dans le Nevam, comme vous l'avez souligné, mais il y a d'autres qui vont rejoindre le maquis. Oui, tout à fait. En 1958, là c'est un groupe, parce qu'il y a eu des cas isolés qui ont pris le maquis et tout ça, j'en parlerai si vous le souhaitez après. Donc ce groupe, c'était un groupe de 10 personnes, dont Ali Jinnaoui qui était réalisateur,
c'était le premier, à ma connaissance, qui a fait l'Institut d'études cinématographiques à Paris et qui a produit un mémoire d'ailleurs, une réflexion qui pourrait peut-être servir de base pour, comment dirais-je, apprécier le niveau du cinéma algérien naissant qui était produit en Algérie. L'un des premiers a été Tahar Hannesh, qui a fait un film sur le Sahara. Et puis ensuite, il y a eu Ould Moussa, il y a eu le grand Sahraoui, Youssef Sahraoui, et ils étaient 10. Ils sont partis collectivement, et ils ne sont pas partis les mains dans les poches. Ils sont partis avec une caméra, avec tous les accessoires de caméra, avec les pièces de rechange, avec les boîtes film, et les trépieds. Avec les batteries, avec le... Tout. Ils sont partis avec. Et de tout le groupe, un des 10, sauf 2 sont des rescapés. C'est Ould Moussa qui, après 62, est allé plutôt vers le cinéma, puis ensuite il s'est retiré. Et Youssef Sahraoui, dont on connaît le parcours. Qui va marquer également l'histoire. Il a été directeur photo à Hollywood, excusez du peu. Et là, au niveau de l'image, on a eu des ténors. Rachid Merabtine, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que, lorsqu'on voit comment Youssef Sahraoui, avec sa caméra qui est lourde, qui faisait entre 16 et 17 kilos, comment il dégringolait les vénelles de la Casbah pour le film de Pontecorvo, c'est quelque chose de fantastique. Seul quelqu'un de, pas simplement de professionnel, mais aimant son métier, et puis ensuite ayant fait la révolution. Parce que tous ceux qui vous parlent avec émotion de la révolution, c'est parce qu'ils l'ont vécu, soit de près, soit de loin. Soit de près, soit de loin. C'est la raison pour laquelle, souvent, on ne nous comprend pas, on nous dit, vous êtes encore au niveau du rétroviseur, vous parlez du passé, etc. Mais c'est ce passé qui a préparé le présent, et c'est celui qui nous permet maintenant de discuter face à face. Et vous avez évoqué ce groupe, mais il y a des individualités qui vont rejoindre. Donc, oui, tout à fait. Notamment la Wilaya 4. Il y a la Wilaya 4, il y a Ahmed Bouhired qui a pris le maquis, je pense en 59-60, aux environs de 59. Il était secrétaire. Les autres, certains autres ont rejoint carrément le Tunis, à la demande du FLN et de l'ALN. Je pense en particulier au plus emblématique d'entre tous, c'est Abdelrahman El-Rouati. Abdelrahman El-Rouati, pour information, était technicien. Ce n'est pas un ingénieur, mais il était un as au niveau de la technique. Brillant. Eh bien, c'est Abdelrahman El-Rouati qui a enregistré à Belcourt, dans les shops de l'Akhdar Rebah, le premier enregistrement. L'Akhdar Rebah était l'un des premiers agents de liaison. C'était l'homme à tout faire de Abban Ramadan et du CCE. Et à Belcourt, dans les shops de l'Akhdar Rebah, c'était Abdelrahman El-Rouati avec un petit, c'est pas un agra, c'est un petit magnétophone qui a enregistré pour la première fois Qassaman avec quelqu'un avec simplement un guitariste. La première version. Donc la première version. Puis ensuite la deuxième, elle a été un petit peu modifiée par un compositeur tunisien et la définitive par un compositeur égyptien auquel, c'est important de le dire, les timbales, on les doit, l'Algérie les doit à Haroun Rachid, qui était violoniste et chef d'orchestre. Excusez-moi du temps des Français, il était chef d'orchestre, de l'orchestre moderne, avec Skandarani ou Jma'atou Kamiloullah. Et bien c'est Haroun Rachid qui a composé en prison Nashid al-Ummal. La personne qui est en face de vous, j'étais tout jeune. Lorsque je suis venu ici pour travailler, j'ai fait un tas de petits boulots pour survivre. J'étais trop jeune. Mes frères étaient déjà au maquis. L'aîné était déjà shahid. J'avais l'autorisation de l'ALN pour travailler à la RTF. J'avais l'autorisation. Je suis ému parce que je pense à ma frère aîné
qui a remplacé Salah Hamimi, donc, Salah, oui. qui tombe au champ d'honneur donc en septembre. Le 3 septembre 1957, il était le secrétaire de Abdelrahman Mira, du commandant Abdelrahman Mira, qui est un ancien du lycée Albertini, qui avait comme condisciples les Blaid Abslam, les Lamine de Barine, les frères Mustafaoui, les Smati, les Tchalal ou kada. Lamine de Barine, donc c'est un grand lycée qui a formé beaucoup. Oui, donc, tout à fait. C'était beaucoup de cadres. Il y avait le lycée de Médéa. Il y avait le lycée de Blida où il y avait Abben Ramadan, oui, qui a été le seul à avoir passé le bac philo et le bac mathématique, le seul. Oui. Et il y a eu le lycée donc Médéa, le lycée d'Omal à Constantine, oui, il y avait le lycée de Sétif et il y avait aussi le collège de Bougie. Oui. Le collège de Bougie, oui, qui a, où il y avait comme professeur le professeur Smaïl Hamioud qui était, excusez du peu, il était agrégé d'arabe. Ouais. Et il a pris le maquis, il est mort, shahid, avec le grade de capitaine. À ma connaissance, c'est le seul agrégé mort au maquis, les armes au maquis de la Wilaya 3. Ouais. Pour dire que l'un des déclics du 19 mai 1956, c'est le collège de Bougie. Ouais. C'est Majid Brahimi qui a été brûlé vif dans la région de Gigel, qui était en 4e année au collège de Bougie, qui a fait que la réunion de Roberto, l'UGMA, a pris la décision de passer à la grève du 19 mai 1956. Et tous les collégiens, souvent on parle d'étudiants, mais c'est d'abord les collégiens, les lycéens. Le gros des troupes, comme on dit entre guillemets, c'était exactement. Les lycéens. Et peu d'étudiants, oui, oui, pardon, nous leur devons. Il y avait 500, donc. Nous leur devons tout le respect, mais beaucoup d'étudiants n'ont pas rejoint le maquis. Par contre, beaucoup de collégiens et de lycéens ont rejoint le maquis. Par exemple, chez nous, au collège de Bougie, où j'étais dans les petites classes, il y avait l'Arbi et Madalou, qu'on appelait Taha Hussein. Oui. Il était génial en arabe. Il était génial en arabe à telle enseigne que c'était le professeur Amioud qui l'avait surnommé le Taha Hussein. Il était brillant en arabe. Brillant en arabe. Eh bien, il a pris le maquis. Et moi, je l'ai rencontré un jour. Il est venu chez nous de passage. Et il m'a reconnu, bon, il m'a embrassé, il m'a dit tu étais le petit Eloukada, tu habites ici? Oui, oui, j'ai dit oui, c'est notre maison au Kadal. Ah, donc tes frères sont au maquis? Oui, oui, j'ai dit mes frères sont au maquis. Et puis il a mangé chez nous et dans son burnos, quand il l'a enlevé, il y avait des livres de série noire. Des livres de série noire. J'ai dit mais écoute et il m'a dit, écoute, moi je rédige le Moudjahid en arabe et en français, et bien pour passer le temps, quand il n'y a pas des accrochages, des embuscades, etc., je lis des romans de série noire. Ça, c'est une anecdote pour dire qu'il y avait quand même une vie. Alors, après, maintenant, à partir du 28 octobre, c'était véritablement un défi pour donc construire véritablement un groupe, une radio, une télévision. Oui, enfin c'était diapason avec les exigences de l'époque. Oui, oui. C'est un défi, mais il faut dire aussi que juste après le 19 mars 1900, après le cessez-le-feu, il y a eu donc une espèce de libération de, comment dirais-je, du contrôle. Ouais. L'ancien directeur régional, M. Oudino, venait d'être, comment dirais-je, on venait de tirer sur lui, l'OS avait tiré, les ultras avaient tiré sur lui, il avait été blessé ici, à côté de la place Addis Abeba, et juste après, il avait été remplacé par M. Drouet, qui était du mouvement surréaliste, un petit, à gauche, il était libéral, disons il était libéral. Et il était, moi je travaillais au 8e dans l'autre bâtiment, le siège actuel de la radio nationale, et il était en contact permanent avec nous. C'était un immense monsieur, un écrivain d'ailleurs, et il était en contact. Donc lui, il avait pris l'initiative un petit peu de libérer la parole. Et donc il y a eu des Algériens qui sont venus, par exemple, au niveau des Fidaïn de la Casbah, il y avait Ahmed Roumani. Ahmed Roumani qui était là, ancien condamné à mort, c'est l'un des plus jeunes condamnés à mort, je crois qu'il a été condamné à mort à 19 ans, bon, il n'a pas été exécuté. Et puis ensuite, il y a eu les gens de Tunis, Ben Mel,
qui était le responsable de l'APS, autant que je sache. Il avait été délégué par GPRA pour assurer la coordination des informations. Et là, il a fait son travail normalement. Ouais. Monsieur Drouet lui avait permis, bon, c'était lui le directeur régional de la RTF. Je rappelle que nous étions sous administration coloniale. Bon, c'était un homme ouvert. D'ailleurs, après, je vais donner une information qui est assez peu connue. Et ensuite, il y a eu la Wilaya 4 qui a envoyé le lieutenant Aloueche. Oui. Le lieutenant Aloueche, donc, qui était chargé de l'intendance, qu'on peut appeler maintenant la DAG, l'administration générale. Et dont je ne m'explique pas jusqu'à maintenant, le hasard a fait qu'il m'a pris comme secrétaire. Alors que j'avais un travail, mon travail pour lequel d'ailleurs nous n'étions pas payés, parce qu'à partir du 28 octobre 62 jusqu'à mars, nous travaillions gratuitement. Il n'y avait pas d'argent. Ouais. Nous travaillions gratuitement. Et donc, il y avait une préparation. Mais à partir du 5 juillet, là, tout s'est libéralisé. C'était l'information algérienne. Au niveau de la radio, les 3 chaînes confondues, et au niveau de la télévision également. Vous avez commencé également à produire. Ah oui, la production ne s'est pas arrêtée. Oui. Sauf qu'elle s'est algérianisée. À partir du 19 mars, elle s'est algérianisée ouvertement. On n'avait pas besoin d'artifices, etc., de sous-entendus. C'est carrément, bon, on parlait, les productions, les thématiques, c'était le même, mais avec plus de clarté. Il n'y avait rien à cacher. Il n'y avait plus rien à cacher. Et alors là, il faut dire que un peu avant 62, tout le personnel français de la RTF qui était acquis aux Ultras, au Grand Colonna, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. D'ailleurs, j'aurais dû ramener ma réquisition. On a été requis le 28 octobre par le préfet d'Alger pour regagner le Paris. Très peu. Je crois qu'il y en a eu 2 ou 3 qui ont regagné Paris. Je parle des Algériens. Hein. Les Français étaient déjà partis. Hein. Bon, et puis ils n'avaient pas besoin d'être requis, puisqu'ils étaient de nationalité française. Bon, ils allaient vers leur mère patrie. Nous, on était là. Et donc, on a été requis, mais disons en 99,4. Il y a eu un des services financiers, d'ailleurs, qui m'a laissé un paquet d'ordres de paiement qui était signé, et donc ça m'a permis un petit peu de payer quelques zawaliyas qui étaient dans le besoin financier. Donc, voilà, donc il y avait déjà une ossature qui fonctionnait normalement. Pour nous, c'était la libération. L'indépendance déjà. C'était la libération. Et puis la télé et la radio vont jouer un rôle important dans le processus de l'édification à partir donc. Oui, mais avant cela, il y avait donc des négociations qui étaient menées par M. Haj Hamou, le Premier ministre de l'Information, avec les autorités françaises, l'ambassadeur de France en particulier. Bon, nous ne connaissons pas les détails puisqu'il n'y a pas d'écrit jusqu'à maintenant, mais Mohamed Aïch a fait un documentaire. Il a réussi à faire parler notre Premier ministre de l'Information. Toujours est-il que tout le monde, a commencé bien entendu par la population française qui était encore là, pour dire que le 28 octobre, si la radio peut éventuellement continuer à fonctionner, la télévision c'était niette. C'était impossible quasiment pour elle, avec le peu d'éléments qu'il y avait, la technicité, parce que la radio c'est une technique, la télévision c'était autrement plus complexe. Beaucoup de gens ne savent pas que pour faire cette émission, il y a tout un bataillon derrière pour cette émission où on ne voit que 2 personnes. Et donc, le défi a été relevé. Le défi a été relevé. Et le 28 octobre, à 20h précises, et il y a eu le fameux jingle de Mhidine Bentir avec le Alif. Le Alif, il a avec l'épi de blé, donc, qui symbolise la vie, donc qui est monté. Et à l'arabe, donc à la version arabe du journal télévisé, il y avait Atman Amr, et à la version française, il y avait Mabrouk Al-Almi. Donc le pari a été tenu. Alors le départ, ici, en arrivant le 28 octobre 1962, qui était, autant que je me souviens, un dimanche, parce que nous travaillions tous les jours. Et d'ailleurs, pour la majorité d'entre nous, nous ne quittions pas notre travail, parce que nous étions la cible de l'OAS.
Là, je rappelle que en avril, je crois que c'était en avril, juste après le cessez-le-feu, l'OAS a tiré des obus de bazooka à partir du bâtiment à proximité de l'hôtel Zahir, l'ex-Saint-Georges, et les impacts sont encore visibles au niveau du 6e étage. C'est là où il y avait des studios, et puis ensuite il y avait des rafales de mitrailleuses. On a tiré à la mitrailleuse lourde. Bon, la consigne, nous, comme on vivait l'époque de l'OAS, c'est chaque fois qu'il y avait des bombes, etc., on se couchait derrière en dessous des bureaux qui étaient métalliques. Donc c'était une façon de nous protéger. Et là, le 28 octobre 1962, il y avait une présence militaire extraordinaire, française d'abord ici, parce que c'était quand même la radio-télévision française, mais à l'intérieur, il y avait le matin le Moudjahidine, il n'y avait pas encore de la Wilaya 4 notamment. Attendez, je vais venir jusqu'au détail. Oui. Le Moudjahidine avait déjà pris position sur la terrasse, sur le préau, au-dessus du préau, avec une mitrailleuse. Et cette forêt tout autour, qui était plus dense que maintenant, et il y avait plein de Moudjahidines, il n'y avait pas que ça. Le colonel Mandou Haj avait envoyé le bataillon de Saab al-Hafid. Il était stationné au ravin de la femme sauvage, là où il y avait la maison Poirard. Maintenant qui a disparu, il y a un pont et un échangeur. Et c'est Mohamed Bourawaghiya avec son bataillon, mais voltige. Alors il ratissait de Bir Mandrès, parce qu'il y avait des émetteurs. Les émetteurs à Bouzaréa, les émetteurs à Ouled Fayet. Tout était stratégiquement étudié de façon à ce que s'il y a un sabotage ou quelque chose de grave, ils étaient prêts à intervenir pour faire fonctionner la radio et la télévision. Plus encore, il y avait le Hachmi et son groupe qui venaient de l'Akhdariya, il était officier de l'ALN, qui est devenu par la suite réalisateur à la télévision, qui était au niveau en dessous de Cavignac, au Square Sofia, prêt à intervenir vers la radio Hoche, ex-Hoche, où il y avait la chaîne française, et la radio Bertheusen, où il y avait la radio en langue arabe et en langue kabyle. Autrement dit, tout était bouclé. Et bien entendu, il y avait les fidayines, les 1800 fidayines de la zone autonome qui étaient prêts à marcher sur le gouvernement général. Et donc, autour de 11h, M. Drouet sort de son bureau. Avant de sortir de son bureau, il appelle Mahmoud El-Jilali, dont il connaissait le militantisme, puisqu'il savait qu'il avait été membre de la cellule du FLN, il avait été condamné, il avait fait de la prison, et puis ensuite, il était recherché par l'OAS pour être abattu. Et bon, il a eu l'information. Après, je vais raconter un petit peu ce type d'information que Smaïl Medani avait obtenu auprès des Barbouzes. Et là, il s'est enfui vers la France. Il avait vu un ami à lui. Il lui a dit, bon, écoute, tu viens, un petit peu, histoire de passer quelques semaines pour échapper à la vindicte de l'OAS, parce qu'il faut dire que l'OAS, après le fameux dimanche des Fatma, il y a eu la journée des pharmaciens, les facteurs, etc. Autrement dit, c'était la terre brûlée, et en particulier les intellectuels. C'est-à-dire, il faut autant que possible éliminer tous les intellectuels. Et ils sont allés au Ruisseau, donc l'OAS, comment dirais-je, ces criminels de l'OAS sont allés au Ruisseau à la recherche de Mahmoud El-Jilali. Comme ils n'ont pas trouvé, ils ont abattu son père et son frère, à sa place. Et là, pour un petit peu aller crever le cerveau de l'OAS, il y avait le chef des Barbouzes, son nom m'échappe pour l'instant, mais il va revenir plus tard. Il venait à la RTF. Il s'est lié d'une certaine amitié avec Smaïl Medani, qui était donc sorti de prison en 1960, qui a repris son travail et qui était quand même le responsable de l'ancienne cellule du FLN. Et il lui a donné tous les noms des chefs militaires de l'OAS et là où ils opéraient, avec leur QG.
Ça a permis à Si Mohamed Barouaguia et surtout aux fidèles d'Alger d'aller à leur tour comment dirais-je, les égouer. Et donc il y a eu une vengeance extraordinaire parce que l'OS tuait aveuglément. Moi-même, j'ai failli, j'ai échappé de justesse. J'ai quitté mon travail à la Ruoche, à l'ex-Ruoche, et on m'avait suivi. Moi, j'ai un petit peu échappé grâce un petit peu à mon faciès. On disait à l'époque que j'étais un petit peu beau gosse et tout ça. Et à Barthez, c'était moi qui faisais les courses de toute l'équipe. Pour revenir un petit peu, donc, parce qu'on a ouvert une parenthèse entre Adjilali et le DG de... Le directeur régional. Ouais. Alors, à 11h, donc il appelle aux environs de 11h, il appelle Djilali, qu'il connaissait, donc il connaissait son CV, son passé de militant. Il lui remet la clé symboliquement la clé de son bureau. La clé de son bureau. Et il est parti. Et en descendant, bien sûr, il avait été accompagné par les gardes mobiles qui étaient très nombreux et lourdement armés. C'était des colosses. Le plus petit faisait 1m90. Bon, ils avaient été choisis pour lutter un petit peu aussi contre l'OS, puisqu'il y a eu la fameuse, comment dirais-je, quand ils ont tiré l'ex-rue d'Izli sur les populations françaises, etc. D'ailleurs, il y a des séquences dans la bataille d'Alger. Et en sortant, il avait pris son drapeau. Alors, c'est une anecdote. Il avait pris son fanion, le drapeau français qu'il avait sur son bureau. Et arrivé à ce niveau, lorsque le drapeau avait été descendu du mât du 9e étage. Du 9e étage, et on l'avait descendu, et celui qui l'avait descendu, il voulait le piétiner. Vous voulez piétiner le drapeau français? Drapeau français. Ouais. C'est Ahmed Romani, ouais, qui n'a pas été à l'école, ouais, mais qui est d'une intelligence extraordinaire. L'Hachmi Sherif disait de lui, ouais, si Ahmed Romani avait été à l'école, il aurait été l'équivalent d'un Karl Marx, parce que lui, il était de gauche. Ouais. Il avait une intelligence extraordinaire. Alors il l'a interpellé, Abdelaziz Kiri, et lui a dit, c'est Abdelaziz. Parce qu'Ahmed Romani est un ancien condamné à mort. Ouais. C'est un fidèle, c'est un flingueur. Il lui a dit, écoute, le drapeau appartient à la France. Nous l'avons combattu. Notre drapeau, si on doit le respecter, il faut respecter également le drapeau de la France coloniale. Donc, ne le touche pas. Il ne l'a pas touché. C'est comme ça qu'on a évité probablement un affrontement militaire. Et donc c'est Ahmed Romani qui va hisser le drapeau national. Non, c'est Abdelaziz Kiri qui l'a hissé. Ouais. Il a descendu. Bon, jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Est-ce qu'il a reçu l'ordre de le descendre et de hisser à sa place le drapeau algérien? Bon, chacun a sa version. La version officielle, la vraie, l'exacte, je pense qu'on ne l'aura jamais. Donc peut-être une dernière question pour cette première émission, parce que comment vous avez commencé maintenant à travailler, à structurer, donc à l'époque... Eh bien, nous avions continué avec le peu de moyens humains et de moyens financiers et matériels. Parce qu'il faut savoir que la radio, en particulier la télévision était locale, elle diffusait uniquement pour Alger, ouais, et ses environs immédiats, et essentiellement là où il y avait la population coloniale, ouais, les colons, les fameux colons. La même chose pour Constantine et Oran. Le journal télévisé était arrivé tous les jours par avion de France. Il était diffusé, bon, il était remonté avec des informations locales en plus. Le lendemain, il était envoyé à Constantine. C'est un motard qui l'emmenait à Dalbeda, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, l'aéroport d'Alger, Ouari Boumdine, et vers Constantine, et de Constantine par avion, ça partait vers Oran. Donc, au niveau des archives, au niveau de la préparation, tout cela se faisait essentiellement, je parle des informations, oui, des actualités. Bon, il y avait les actualités algériennes qui étaient tournées ici. Et bien entendu, il y avait également les actualités du service des armées, qui étaient diffusées dans les salles de cinéma, etc. Mais le travail a continué pour le public qui ne voit pas. Normalement,
comme si rien ne s'est passé. Il n'y a eu aucun ratage, aucun temps mort, aucun blanc à l'antenne. Tout s'est passé normalement. Mais il faut dire que les gens travaillaient H24. Nous dormions ici. La plupart d'entre nous, nous dormions ici. Nous mangions ici pour ceux qui avaient la chance d'avoir des parents à Alger. Et pour nous qui étions de l'intérieur, nous partagions le qasouila, donc ce qu'ils ramenaient de chez eux. Parce qu'on n'était pas payé. D'octobre jusqu'à mars, on n'était pas payé. La première avance, elle a été assurée en mars 1963. Je dis bien avance, non pas salaire. Elle a été assurée par Aïssam Saoudi, Zitouni Saoudi, qui était le premier DAG de la RTA naissante, un ancien du PPA, qui avait été au niveau de à Sarter. Donc c'est un sinistre camp d'internement. Donc un sinistre, mais dans le blockhouse des durs. Des durs. C'était lui qui avait emprunté à titre personnel 84 millions de centimes pour assurer une avance au personnel de la RTA naissante. D'octobre jusqu'à mars, nous n'étions pas payés. Donc à partir de mars 1963, la télé et la radio vont s'affirmer, ils vont rayonner d'abord sur le pays, l'Algérie, ensuite sur le continent africain. Pas tout à fait. À partir de 62, comme je disais tantôt, la radio ne pose pas des problèmes de propagation du signal. Donc, il y avait des ondes d'ombre et tout ça, mais le Sahara, la radio n'arrivait pas au sud du pays. Et la télévision ne couvrait que Oran, en 62, ne couvrait que Alger, Oran et Constantine. Donc, le premier défi, c'était de faire un réseau, pas national, mais un réseau du Nord. Et donc, pour la télévision, c'était la première des priorités, c'est arriver à ce que la télévision couvre le nord de l'Algérie. Bon, et puis ensuite, il fallait développer les équipements, il fallait le préparer pour devenir donc une télévision quasi-nationale. Et donc, en 1970, le réseau avait été totalement construit au niveau de l'Algérie du Nord. Le chef de projet, ça a été le regretté Blahsen Zorouri, qui a été notre directeur général. Et dont le chef, à cette époque-là, était Abdelrahman Rouati, c'était lui le directeur des services techniques. Et là, il me plaît quand même de rappeler certains personnages qui ont marqué la radio et la télévision au niveau des directeurs généraux. Et on a eu la symbolique au début, c'était Aïssam Saoudi, qui a cédé le pas. Le 19 juin 1965, à Mahi Mounir, un ancien officier de l'ALN, il était capitaine de l'ALN. Et peu après, en 1967, c'était le grand Mohamed El-Zoug, dont on lui doit jusqu'à maintenant l'organisation de la radio et de la télévision. C'est c'est un ancien de la Fédération de France, un ancien il a fait des études d'ingénieur, je crois qu'il n'a pas terminé ses études, qui a été un immense monsieur, et, excusez-moi du peu, qui avait comme conseiller Kateb Yassine. Et il avait comme conseiller Siakham également, parce que c'est le coup. Siakham, il avait comme conseiller artistique, il avait Boudali Safir, conseiller musical, qui est l'inspirateur et le créateur des 5 orchestres de la radio et de la télévision française. Et il y a eu Georges Arnaud, l'auteur du Salaire de la peur, qui a été, comment dirais-je, un immense militant en faveur de la cause algérienne, et qui a été arrêté, qui a été torturé par son propre pays, et qui s'est mis à la disposition de la révolution algérienne. Et puis ensuite, il y a eu Abdelrahman Chariyat, qui est un ancien de La Voix de l'Algérie, qui a été membre du comité de la rédaction de La Voix de l'Algérie à Tunis, un excellent bilingue, un monsieur respectable. Un monsieur respectable. Et puis ensuite, il y a eu est revenu le grand Rouati comme directeur général. Et on lui donne l'âge d'or de la production, c'est Abdelrahman Rouati. Nous allons y revenir sur cette période, monsieur Rabia Hanoumi, dans une prochaine émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir donc évoqué
quelques aspects qui ont marqué donc l'émergence, le développement donc de la radio et de la télévision algérienne à l'occasion donc de la célébration du 28 octobre 1962, date du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Oui, un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup à dire. Beaucoup à dire. C'est moi qui vous remercie de me donner l'occasion. Je crois que c'est le moment de dire, avant que notre génération ne disparaisse, c'est le moment de parler un petit peu de ce passé. Sans toute humilité, bien entendu. Encore une fois, merci. Je remercie également l'équipe technique qui m'a aidé à préparer cette émission. Et excellente soirée et